Cash sur table sur Arabelle. Bonsoir. Bonjour, je suis à la recherche d'une déco tendance et épurée. 19h-20h, Cash sur table sur Arabelle. Bonsoir à tous. Bienvenue dans une nouvelle édition de Cash sur table. Ce soir, cet hiver, des centaines de personnes sans abri à Bruxelles risquent de se retrouver sans solution d'accueil suite à la suppression notamment du financement fédéral du plan Grand Froid. Une décision qui suscite l'inquiétude des acteurs de terrain et qui relance aussi le débat sur les responsabilités politiques dans la lutte contre la précarité. Alors que la pauvreté s'aggrave, faut-il craindre une crise humanitaire chez nous à Bruxelles? Que peuvent-ils et que doivent faire les autorités régionales et fédérales? Ce soir, on en discute avec nos invités. Cécile Vincel, PS, députée francophone bruxelloise, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Christila Boutucce, députée francophone et maire, bonsoir. Bonsoir. Et également Benjamin Pelletier, administrateur de l'AMA, la Fédération des maisons d'accueil et des aides sans-abri et travailleurs à l'îlot. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Alors, avant d'aller peut-être plus loin, on va planter le décor. Une question simple pour situer le débat. Qu'est-ce que c'est ce fameux plan Grand Froid, concrètement, pour celles et ceux qui nous écoutent? Mais donc il y a plusieurs couches en fait quelque part à ce plan Grand Froid, alors qui ne porte pas le même nom partout, mais ce dont on parle spécifiquement, c'est un plan un financement qui vient du fédéral et qui allait dans le cadre de la politique des grandes villes à 5 grandes villes belges, dont Bruxelles, chaque ville recevant une somme plus ou moins équivalente, et qui allait pour que ces villes-là puissent développer des solutions spécifiques à la période des grands froids hivernaux vis-à-vis des populations de sans-abri. Alors on ne parle pas de montants immenses parce qu'en fait ces plans, ils étaient doublés, voire triplés parfois par d'autres acteurs. C'est la mosaïque belge, on le sait bien. Et donc les régions, leur propre plan Grand Froid. La région bruxelloise a un plan qui s'appelle Froid Extrême. En fait, c'est pas Grand Froid, mais c'est le même principe. C'est de dire, en hiver, on essaie de développer des moyens spécifiques pour des besoins spécifiques. Et donc le plan Froid Extrême à Bruxelles, il ouvre plusieurs centaines de places en plus pour l'hiver. Ici, dans le cadre des financements fédéraux qui s'arrêtent, c'était pas la région qui recevait ça, c'était la ville de Bruxelles, et parce que c'était la politique des grandes villes. Et donc c'est eux qui subissent cette coupe financière. Voilà. En région wallonne, il y a aussi un plan Grand Froid, en Flandre aussi, etc. Il y a des villes aussi qui ont des plans qui leur sont propres. J'ai bien que par exemple la commune d'Etterbeek ici à Bruxelles a elle-même un plan froid communal. Enfin voilà, il peut y avoir différentes choses qui existent. Mais ce dont on parle là maintenant, qui est visé par les coupes, c'est le plan Grand Froid du fédéral qui allait aux 5 plus grandes villes belges et qui était donc juste rayé d'un trait. Et unilatéralement à un mois ou deux de début de l'hiver. On y reviendra dans quelques instants. Justement, Christila Boutucce, le gouvernement fédéral, on le sait, a décidé de ne plus financer les centres hivernaux. Est-ce que c'est une décision budgétaire ou plutôt idéologique selon vous? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que cette décision vient donc du cabinet de Madame Van Bossuyt, ministre NVA au fédéral, donc qui a pris cette décision, je dirais peut-être de manière assez unilatérale. Mais nous avons eu vendredi dernier en séance plénière une longue discussion, un long débat sur ce sujet. Donc avec Cécile, on est intervenus toutes les deux pour nos partis respectifs. Et donc ma question que j'ai posée à Monsieur Marron, donc ministre bruxellois, qui est compétent en la matière, c'était de savoir si il avait contacté Madame la ministre fédérale pour avoir un peu plus d'infos, etc. Sa réponse était non. Alors ce que je peux vous dire, et aussi j'aimerais rassurer monsieur, parce que moi-même je viens de la ville de Bruxelles, donc nous avons le plus grand CPAS du pays. Et le président du CPAS de la ville de Bruxelles, David Weissman, qui vient également de mon parti, a confirmé que si jamais M. Marron ne prendrait pas ses responsabilités en la matière, alors c'est bien le CPAS de la ville de Bruxelles qui allait bien sûr prendre le relais et donc compenser cette somme. Mais je tiens quand même à rappeler que cette compétence à la base, et selon un décret qui date de 2014 d'ailleurs, c'est une compétence plutôt régionale et donc elle vient de la COCOM. Je me tourne vers vous, Cécile Vincel. Votre parti, le PS, a dénoncé cette décision et demande sa suspension. Et qu'est-ce que votre parti propose justement comme, disons, solution alternative immédiatement?
Alors pour nous, la solution, elle est toute trouvée en fait. On a beau être dans une lasiane institutionnelle complexe en Belgique, je pense que si chacun respecte en fait sa part d'engagement et honore ses responsabilités, eh bien en fait il n'y aurait pas tellement de problèmes. Et j'ai envie de corriger ce que dit ma collègue Christella à ce propos, et également ce que vient de dire Benjamin. Donc quand on parle de la fin du subside accordé aux 5 grandes villes belges, effectivement, pour Bruxelles, il s'agit d'un petit montant de 65 000 €, et on verra ce que le président du CPS de la ville de Bruxelles décide de faire. Mais ce qu'on oublie de mentionner, c'est qu'à côté de ces décisions-là, il y en a une seconde qui concerne en fait la dénonciation de l'accord de coopération qu'il est donc le fédéral à la région bruxelloise. Et cet accord de coopération prévoyait un montant de 1 million d'euros. 1 million d'euros, on parle plus de 65 000 €, qui dépasse en fait le plan hivernal, qui en fait concerne l'hébergement de toute personne sans abri ou mal logée. 1 million d'euros, ça représente 110 places en hébergement en région bruxelloise. Alors j'entends qu'on nous dit, mais la région bruxelloise doit prendre ses responsabilités, c'est la COCOM. Je voudrais quand même mettre quelques chiffres sur la table pour nos auditeurs. Donc la COCOM en 2013, elle finançait donc cet hébergement à raison de 5 millions d'euros. Est-ce que vous savez à quelle hauteur on se trouve aujourd'hui au niveau de la région et de la COCOM? On est à 125-130 millions d'euros de la part de la région et de la COCOM. Ça, c'est la réalité. D'autre part, quand on prend les chiffres du sans-abrisme ou des personnes mal logées, vous avez presque 10 000 personnes aujourd'hui qui sont soit dans la rue, soit mal hébergées à titre précaire. Et bien, sur ces presque 10 000 personnes, vous avez à peu près quasiment 30% de personnes qui sont en fait des demandeurs d'asile. Or, absolument, on sait bien que les demandeurs d'asile relèvent clairement de la politique d'asile et de migration. Et ça, c'est la compétence du fédéral. Donc, en réponse à votre question, si le fédéral pouvait assumer sa part de responsabilité et financer pleinement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en fait, l'hébergement de ces personnes, eh bien, je pense que la région bruxelloise aurait moins de difficultés à assumer d'autres types d'engagements qui sont importants pour les Bruxellois. Benjamin Pelletier, vous êtes un homme de terrain. Qu'est-ce que cette suppression change concrètement pour les structures comme l'ILO ou les membres de l'AMA? Mais en fait, ce qui est vraiment important dans cette mesure-ci, c'est surtout le symbolique, c'est-à-dire qu'il y a une série de mesures qui sont prises à l'heure actuelle au fédéral, et qui sont des mesures, elles, pas du tout symboliques, qui ont un impact immense sur la grande précarité. Donc il y a, on estime actuellement avec le refus d'accueil actuel au fédéral qu'il y a 2000 personnes en demande d'asile qui ne sont pas logées. Donc en fait, grosso modo, on peut caricaturer et dire que c'est 2000 personnes en plus dans les rues de Bruxelles qui n'ont sans logement, alors même qu'on a un problème énorme de sans-abrisme à Bruxelles. Le fédéral contribue à le grossir encore. On a la fin des allocations au chômage qui va faire en fait qu'on estime aujourd'hui, les chiffres des études montrent que 40% de ces personnes qui perdraient le chômage seraient probablement sans revenus au terme de cette coupure. Et donc en fait, de nouveau, il ne faut pas être sorcier pour savoir que ça va augmenter la grande précarité, ça va augmenter le nombre de personnes à la rue. Or, on est déjà dans un contexte où le sans-abrisme ne fait qu'exploser, aussi bien à Bruxelles d'ailleurs que dans les autres villes de Belgique. Ce n'est pas un phénomène qui est propre à Bruxelles. Mais Bruxelles porte 2 fois ce poids-là. Pourquoi? Parce que c'est la capitale, donc les politiques du fédéral y ont un impact plus fort, parce que les demandeurs d'asile, c'est là qu'ils vont faire leur demande d'asile, donc c'est là qu'après ils vont rester. C'est la même chose pour d'autres publics. Et donc en fait, on est là à subir les décisions du fédéral qui nous envoie toujours plus de personnes précaires, qu'on nous enjoint de loger, de s'occuper, etc., alors même que nous, on a de moins en moins de moyens et de moins en moins de possibilités de sortir ces gens de la rue. Et donc oui, quand derrière ce genre de mesures, le fédéral va couper le peu de finances qu'il donne au secteur, ça ne passe pas du tout. Parce que c'est évidemment pas couper qu'il devrait faire, c'est au contraire essayer d'être conséquent, et que s'il fait des politiques qui ont des impacts forts sur ce secteur, il doit aussi alors pouvoir prendre ses responsabilités et sortir l'argent qui va avec aussi pour soutenir les secteurs qui souffriront de ces décisions. Et donc là, à l'heure actuelle, ce n'est pas la situation du tout. Et donc effectivement, on parle beaucoup de suppression du plan grand froid, mais ce n'est pas la seule mesure qui a été prise. C'est aussi la suppression d'un tiers de l'aide au secteur de l'aide alimentaire et aux banques alimentaires. Là aussi, ce sont les plus précaires qui bénéficient de cette aide. Il faut bien se rendre compte qu'à Bruxelles, on estime qu'il y a 90 000 personnes par an qui ont recours à l'aide alimentaire pour se nourrir. Donc on parle vraiment de familles, d'enfants qui ont besoin de ça pour avoir à manger sur la table. Et c'est là-dedans que le fédéral va les couper un tiers du jour au lendemain. Donc on est dans des coupes qui sont symboliquement assez fortement marquées et qui font vraiment un petit peu peur pour ce que nous réserve le reste de la législature. Alors justement, est-ce que vous et les acteurs de terrain, vous avez été consultés avant cette série d'annonces de suppression et de coupes? Non, le fédéral n'est pas tellement à l'écoute des acteurs de terrain, souvent parce que justement on nous renvoie que ce sont des compétences régionales et que donc c'est aux pouvoirs régionaux avec lesquels on doit dialoguer. Et donc dans les faits, la plupart du temps, c'est effectivement avec
avec les pouvoirs régionaux qu'on dialogue. Maintenant, là, dans certaines situations, on veut pouvoir aussi dialoguer avec le fédéral quand ça nous touche. Donc là, effectivement, ils n'avaient pas pris contact avec nous au préalable. Donc maintenant, nous avons pris contact avec eux. Cet après-midi, ce matin, nous étions devant la Tour des Finances avec une quarantaine d'organisations du secteur où nous manifestions et nous avons envoyé un courrier à tous les chefs de groupe du Parlement fédéral pour leur demander une rencontre. Plusieurs ont déjà répondu. Donc maintenant, on va essayer de se faire entendre et de sensibiliser le niveau fédéral à cette thématique parce que visiblement, à ce stade-ci, ils ne le sont pas encore. Ouais, Christila Boutucce, une réaction? Oui, absolument. Je tenais donc à un petit peu réagir. Monsieur a parlé de prendre les responsabilités. C'est exactement ce que nous demandons à la région, de prendre ses responsabilités et donc de trouver une solution. Vous avez vous-même dit que le sans-abrisme a explosé. Les moyens financiers ont augmenté pendant la législature précédente, tandis que les chiffres continuent d'exploser. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut. Il faut, à la fin d'une législature, quand même faire un bilan et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, là où nous, on pourrait encore intervenir, justement, pour essayer d'avoir quelque chose de plus concret en la matière. Je suis également bien informée en ce qui concerne les personnes sans papier, parce que nous avons nous-mêmes visité pas mal d'associations, dont Ulysse, dont je parlais tout à l'heure. Et donc, ils nous ont également informés par rapport à ça. C'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir un dialogue entre la région, entre la ministre fédérale. Quand j'ai demandé la dernière fois au ministre Marron, justement, s'il a contacté à Madame Van Bossuyt, il a clairement dit non, mais qu'il attendait la prochaine réunion interministérielle justement pour participer et peut-être instaurer un dialogue avec elle. Cependant, j'aimerais juste rajouter. Cependant, je peux vous assurer aussi que les CPAS vont reprendre les relais parce qu'il y a plus de moyens qui sont accordés du fédéral au CPAS. Et donc, je sais qu'il y a plein de projets qui sont en train de se créer, de se mettre en place pour justement aussi accueillir ces personnes-là qui sont en situation de précarité à Bruxelles et plus spécifiquement à la ville de Bruxelles. Cécile Vincel, on entend souvent que les régions doivent prendre le relais. Est-ce que, d'après vous, c'est réaliste, vu les moyens et vu le timing aussi ? Mais j'ai évidemment envie de réagir quand j'entends ce genre d'affirmation, puisque je viens de dire en tout début d'entretien qu'effectivement la COCOM est passée de 5 millions à 135 millions d'euros pour l'hébergement des personnes sans abri ou mal logées. Donc dire que la région bruxelloise et la COCOM ne prennent pas leur part, c'est quand même difficile à entendre. Non, j'ai dit qu'il y a eu des financements qui ont été plus élevés qu'auparavant, mais que les résultats n'ont pas suivi. C'est ça que je suis en train de dire. Alors, en ce qui concerne l'explosion de la précarité en région bruxelloise, je pense qu'on peut s'accorder pour dire qu'en effet, les conditions de vie des Bruxellois sont en train de s'empirer. Mais les causes ne sont pas spécialement là où on les cherche. Je pense que, honnêtement, quelles sont les causes en fait, de cette aggravation de la précarité ? C'est la crise sanitaire, ça a été la crise énergétique, ça a été l'inflation généralisée. Et là-dessus, vous allez rajouter les mesures Arizona, qui sont des mesures de casse sociale. Et donc, c'est vrai que quand effectivement on met en place une réforme du chômage à la hussarde, en fait, sans permettre aux gens de trouver le temps de se réinsérer pour trouver un emploi, quand on casse les pensions et qu'on pénalise les femmes qui travaillent à temps partiel, quand on décide de faire un saut d'index, comme ça a l'air d'être un peu à la mode ces jours-ci, il ne faut pas s'étonner effectivement qu'une partie des Bruxellois bascule dans la précarité. Alors, en ce qui concerne la réforme du chômage, j'aimerais aussi rebondir sur ça. Donc, le but de cette réforme, nous avons fait une grande campagne sur ça, parce que, en fait, le système belge du chômage était complètement obsolète et dépassé. Nous étions le seul pays dans toute l'Europe à avoir un chômage illimité pour tout le monde. Donc, du coup, le but de cette réforme-là, c'est justement de permettre d'avoir plus de formation, un meilleur accompagnement, de plus suivre de près toutes ces personnes qui sont depuis des années et des années bloquées dans une situation de chômage, de précarité, sans solution pour les sortir justement de là. C'est ça le but de cette réforme. Donc nous ne voulons pas pénaliser les chômeurs comme ont tendance à dire la surpropagande de la gauche, mais nous voulons justement les aider et mieux les accompagner vers cette recherche de l'emploi. Oui, alors la suppression donc des financements sur ce dossier, est-ce que la multiplication des niveaux de pouvoir ne finit pas finalement par diluer un petit peu les responsabilités en attendant Godot ? En tout cas, ce qui est sûr par rapport à ça, c'est qu'effectivement, le problème de cette division de pouvoir,
c'est qu'il y a des pouvoirs qui sont parfois les causes d'un phénomène et d'autres pouvoirs qui sont censés gérer les conséquences de ce phénomène. Et ça, à long terme, ce n'est pas possible. En fait, dans une bonne gouvernance, il faut que ceux qui génèrent un phénomène soient aussi ceux qui le gèrent, en gèrent les conséquences néfastes. Or, on sait, c'est pas moi qui devrais en parler, mais les finances de la région bruxelloise sont ce qu'elles sont. On a une menace qui pèse sur la pérennité financière de la région. Et donc, cette explosion des coûts qu'on fait subir à la région, effectivement, dont les chiffres ont été cités, qui sont extrêmement importants, elle n'est pas tenable pour la région. Or, j'entends qu'on dit on dépense plus, mais il n'y a pas plus de résultats, donc c'est qu'il y a un problème. Je pense que c'est une démarche qui peut être intéressante d'analyser effectivement les processus de financement des secteurs sans-abri, à quel point c'est efficace ou pas. Mais ultimement, les phénomènes qui amènent les gens à la rue, ce ne sont pas les organisations qui viennent en aide aux personnes sans-abri. Ce qui amène les gens à la rue, c'est l'absence de logement, c'est l'absence d'accueil pour les personnes demandeurs d'asile, c'est l'absence de revenus d'intégration pour les personnes qui en sont rejetées. C'est ça qui amène les gens à la rue, ce ne sont pas les associations ou le secteur, évidemment. Je n'ai pas dit que ce sont les associations. Non, mais vous avez dit, s'il y a plus de dépenses et qu'il n'y a pas plus de résultats, c'est qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas nous qui générons. Qui ont été accordés, mais les résultats n'étaient pas là, donc le bilan n'était pas là. Ce financement est fait pour gérer les conséquences d'autres choix politiques. Ils ne sont pas faits pour mettre fin à un phénomène. Nous, on est là pour gérer les conséquences négatives des politiques. Les clés du phénomène, ultimement, ce n'est pas nous qui les avons en main, c'est le niveau de pouvoir fédéral et régional. Et donc ça, c'est compliqué de dire aux acteurs de terrain qu'en fait, le financement est mal placé chez eux, vu que ça ne marche pas. Nous n'avons pas la prétention de résoudre ces problèmes-là. Là, je le redis clairement et je renvoie la responsabilité au niveau politique. C'est là que se situent les clés de la situation si on veut endiguer une précarité qui est galopante. Et là, c'est le cas. Le dernier dénombrement donc à Bruxelles, c'était 10 000 personnes sans abri quasiment. C'est une augmentation de plus de 25% en 2 ans. Depuis une quinzaine d'années qu'on fait ce dénombrement à Bruxelles, jamais on avait augmenté d'une si grande proportion. Alors même que les chiffres, eux, sont beaucoup plus importants. Absolument. Donc je veux dire, si on est tous d'accord sur ce constat, à un moment donné, il faudrait tous qu'on soit d'accord pour se dire qu'est-ce qu'on met en place pour endiguer ce phénomène. Alors justement, Benjamin Pelletier, cette guéguerre sur le terrain, ça complique pas un petit peu votre travail, la mission des associations ? Mais c'est pas tant une guéguerre. Nous, ce qui complique notre travail à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus de besoins, donc beaucoup plus de demandes de gens qui arrivent dans nos services pour demander une place pour se loger ou pour demander une place pour manger ou prendre une douche à midi, etc. Et que les services en région bruxelloise, ils sont saturés. Et ils le sont de plus en plus. Et ça veut dire que, d'une part, le métier devient de plus en plus pénible pour nos travailleurs et travailleuses, parce qu'en fait, quand vous avez l'impression de passer plus de temps à refuser des gens qu'à en aider d'autres, forcément, ça pèse aussi sur le sens de votre mission au travail, etc. Ça suscite aussi forcément de la frustration de manière beaucoup plus régulière, parce qu'en fait, refuser des gens, c'est difficile quand on est à la rue, qu'on a passé la nuit dehors et qu'on a encore se fait reprendre une porte devant la figure parce qu'il n'y a pas de place, c'est difficile. Et donc, dans un contexte de ce type-là, donc un travail qui est plus difficile, et d'autre part, des moyens là qui, pour le moment, alors qu'effectivement, on a dit pendant 5 ans, ils ont plutôt augmenté, mais là, on est dans une séquence depuis 1 an où ils sont plutôt en diminution. Donc la région wallonne a déjà coupé dans différents subsides au secteur, le fédéral coupe dans différents subsides au secteur, et la région bruxelloise, on est toujours suspendu parce qu'il n'y a pas de gouvernement, mais là-dessus, il y a quand même différents subsides non récurrents qui n'ont pas été reconduits parce qu'il y a faute de gouvernement. Donc il y a quand même aussi une diminution du financement. Donc globalement, le secteur subit une diminution de financement alors que la situation, elle s'aggrave. Et donc là, c'est ce différentiel-là qui est difficile, et c'est ça le vrai enjeu. Alors Cécile Vincel, votre parti, le PS, est sur la place à Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, disons, un petit peu anticipé l'arrêt du financement fédéral ? Vous ne l'avez pas vu venir ? Mais non, mais comment on aurait pu voir venir ça dans la mesure où, comme je l'ai dit, l'accord de coopération en fait, de l'époque où Karine Lallieu était ministre de l'intégration sociale ne posait aucun problème. La compétence du fédéral ne posait aucun problème. Et spécifiquement en matière de lutte contre la pauvreté, j'ai parlé de la politique d'asile et de migration qui est clairement du ressort du fédéral, mais le fédéral est compétent aussi en matière de lutte contre la pauvreté parce que c'est ça qui explique qu'on a effectivement un ministre de l'intégration sociale qui est aujourd'hui une ministre NVA qui est Mme Van Bossuyt. Et donc, à l'époque, Mme Lallieu ne voyait aucun problème à signer cet accord de coopération avec la région bruxelloise. Et compte tenu des proportions que j'évoquais tout à l'heure, je pense que c'était compliqué d'anticiper ces décisions et de voir venir cet arrêt brutal du financement par le fédéral de la prise en charge de ces personnes donc sans abri ou mal logées. Maintenant, je voudrais quand même apporter une toute petite nuance par rapport au timing. Donc, nous avons interrogé Alain Marron à ce propos et on nous a dit que en fait, ce subside qui découle de l'accord de coopération est sauvé pour l'hiver 2025-2026. Donc, on l'aura encore, heureusement, jusqu'en mars donc, de l'année prochaine. Mais après, visiblement, il sera totalement supprimé.
Alors justement, ça m'amène à la question suivante. Est-ce qu'il faut repenser entièrement, disons, la stratégie hivernale d'accueil et sortir de cette logique de l'urgence permanente, encore et toujours, Christella? En ce qui concerne donc tout ce qui est urgent, nous n'avons rien contre ça parce que la situation est telle qu'on peut pas l'éviter. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Et si ça doit se faire maintenant et tout de suite parce qu'on a affaire à des personnes qui sont en grande détresse. Par contre, ce que nous prônons encore plus, c'est de trouver une vision sur le long terme. Je le disais tout à l'heure, il y a certaines choses qui n'ont pas marché, d'autres qui marchent mieux. Par exemple, je pense au Housing First. Je pense qu'on devrait encore plus investir là-dedans parce que, en fait, ça ne répond pas aux demandes de la population bruxelloise. Donc, de toutes ces personnes qui se retrouvent dans la rue aujourd'hui. On parle d'enfants, on parle de femmes, on parle de personnes qui sont vraiment en grande détresse. Donc, du coup, l'urgence, oui, mais une vision sur le long terme, un plan de lutte contre la pauvreté sur le long terme, oui, absolument, pour pouvoir justement sortir ces personnes de là. Alors, et selon vous, l'État ne doit pas tout prendre en charge? Il faudrait imaginer des solutions alternatives, décentralisées, du privé, du communautaire? Un plan B, l'État un plan a C. toujours un rôle essentiel à jouer et pour moi, il doit absolument agir, mais aussi assumer ses responsabilités. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons. Nous nous battons justement pour ça. Mais en tant que libéral, je pense aussi que l'émancipation sociale ou l'ascension sociale est aussi cruciale. Et je vais d'ailleurs citer un exemple parce que les exemples, c'est ce qui parle toujours le plus. Par exemple, le président du CPS de la ville de Bruxelles, David Weissman, a récemment fait une grande collaboration avec Daily Traiteurs, justement pour tous les invendus qui soient récupérés par le CPS de Bruxelles et pour qu'ils soient distribués à toutes ces personnes-là. Donc ça prouve bien que la collaboration entre le privé et le public peut fonctionner quand il y a une bonne volonté derrière. Ceci n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais il est question de tonnes de nourriture qu'on récupère et donc je pense que c'est un bon exemple qu'on pourrait suivre pour le reste également. Alors, vous voulez peut-être réagir? Oui, Cécile? absolument, je voulais réagir. Mais quand on parle de solutions structurelles, je pense qu'il faut serrer en fait les dispositifs. Il y a le dispositif donc, qui est spécifique à l'accueil hivernal, qui est un accueil one-shot, effectivement, vraiment tout à fait provisoire. Il y a le deuxième niveau d'hébergement, qui sont toutes les structures qui ont été financées donc, par la COCOM, la région bruxelloise, donc c'est l'hébergement d'urgence, les foyers d'hébergement, les institutions, les logements non conventionnels comme les squats, etc. Mais effectivement, ça reste des solutions précaires. Pour moi, la solution ultime, la solution radicale, structurelle, eh bien, c'est l'accès à un logement digne pour tous. Et de ce point de vue-là, j'ai quand même envie de vous dire que mon parti se bat depuis toujours pour permettre à chacun de se loger dignement. Et ça, vous parlez d'émancipation. Oui, mais quand vous parlez d'émancipation, alors il faut qu'on se mette d'accord là-dessus, parce qu'il faut quand même dire qu'on s'est battu pour produire des nouveaux logements sociaux, pour répondre en fait au problème de la crise du logement qui est terrible en fait à Bruxelles. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que dans les communes de droite, on a les plus grandes difficultés du monde en fait à mettre en place des nouveaux logements sociaux. Donc c'est compliqué en fait, parce que voilà, pour danser, il faut deux jambes. Donc la région peut décider de produire le logement social, mais si effectivement dans les communes dites libérales, effectivement, il n'y a pas moyen de créer des logements accessibles à tous, c'est compliqué. Or, c'est la base. Sortir de l'urgence permanente, justement, comment y parvenir? On y répond dans quelques instants. Ne bougez surtout pas, on marque une courte pause, on se retrouve juste après. Jusqu'à 20h, c'est Cash sur table sur Arabelle. On retrouve nos invités, Cécile Vincel du PS, Christella Boutucci du MR et Benjamin Pelletier, administrateur de la Fédération des maisons d'accueil et des aides aux sans-abri, également travailleur à Lilo. On parlait de sortir de la logique de l'urgence permanente. Est-ce que, d'après vous, Bruxelles, capitale de l'Europe, a besoin, disons, d'un plan, disons, structurel de lutte contre le sans-abrisme et la précarité au-delà d'un seul hiver? Et on a l'impression que c'est la même chanson qui revient chaque année. Benjamin Pelletier. Oui, ben certainement. Donc, en fait, il y a déjà une ébauche de ça qui a été faite. Hein. Les acteurs, aussi bien politiques qu'associatifs, que publics, etc., se sont mis ensemble sous l'égide de Bruxelles les dernières années pour élaborer ce qu'on appelle le master plan de sortie du sans-abrisme, qui est une espèce de feuille de route, en fait, d'initiative qu'on estime relativement réaliste et possible. C'est pas un truc qui plane, pour essayer justement, oui, d'inverser la tendance et de faire recourber la courbe vers le bas plutôt que vers le haut. Voilà, maintenant ce plan, il existe. Les acteurs de terrain, on commence à essayer de mettre en place des choses, de lancer des groupes de travail, etc. Maintenant, si on veut avoir un vrai impact à un moment donné, il faudra qu'une majorité politique à Bruxelles soit en place et puisse soutenir ce travail-là.
Donc demain, c'est indispensable que la future majorité bruxelloise se fixe ça comme réelle priorité. Et j'ai l'impression qu'effectivement, en tout cas j'ose espérer, mais le fait que le problème devient de plus en plus évident aux yeux de tous et toutes, il suffit de sortir en rue pour le voir qu'à Bruxelles, c'est devenu un problème majeur. J'espère que ça sera un des points majeurs aussi sur la feuille de route de ce nouveau gouvernement quand il sera élaboré, de se dire maintenant on doit faire quelque chose de structurel pour tacler ce phénomène qui est massif. Pour revenir à la question du plan hiver, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter l'urgence et faire un travail plus pérenne? Alors c'est évident, longtemps le secteur a plaidé pour se dire en fait peut-être qu'on pourrait arrêter les plans hiver et plus faire du financement sur toute l'année pour différents types de projets. On a longtemps dit ça et on continue globalement à le dire, c'est quand même notre conviction profonde. Mais là on est face à une telle urgence qu'en fait même le plan hiver est indispensable, voire même doit être renforcé. Parce qu'à court terme, c'est des gens qui seront dehors. Et en fait, ça veut dire une mortalité plus élevée. Ce sont des vies qui sont brisées, quoi. Donc ça, on ne peut plus se permettre en fait, de ne pas gérer l'urgence. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même du structurel, évidemment. Et c'est par là qu'on en sortira d'ailleurs. Christina Boutouche. Oui, je voulais juste réagir à ça parce que j'ai un exemple concret par rapport à ça aussi. Donc, le bourgmestre d'Etterbeek, Vincent De Wolf, je pense que c'est en 2021, si je ne me trompe pas, ou 2022, vers cette année-là. Donc, c'était aussi l'urgence. Et en fait, il avait mis en place tout un dispositif pour justement essayer d'accueillir encore plus de sans-abri. Et d'ailleurs, la police avait même reçu un ordre de prendre ces personnes-là de la rue, même si elles refusaient, pour les placer dans le centre. Donc, il existe vraiment plein de possibilités au niveau communal, quand il y a la volonté de justement réagir en urgence et surtout quand il est question de questions pareilles. Je pense que là, ça dépasse vraiment les idéologies ou partis politiques. Il faut réagir en urgence absolument. Et ce que je viens de citer, c'est justement un exemple d'un bourgmestre libéral qui a tout fait à Etterbeek pour justement essayer de contrôler ce problème-là dans une période critique. Un commentaire, Cécile Vincel. Oui. Effectivement, j'ai envie de vous dire qu'on était ensemble en commission sociale santé quand Bruxelles effectivement a émis ses recommandations. Et il y a une chose qui nous a été dite en fait, c'est que tous les niveaux de pouvoir doivent se mobiliser. Et j'aime beaucoup quand vous dites que ça doit transcender les clivages politiques parce que je pense que c'est exactement notre vision. Mais donc le message de Bruxelles a été extrêmement clair. Il faut que le fédéral prenne sa part, le régional, la COCOM évidemment joue sa part aussi, et les pouvoirs locaux. Et c'est toute cette chaîne en fait de solidarité qui doit pouvoir s'articuler de manière cohérente pour apporter ensemble les réponses à ces phénomènes de précarité. Mais si on tombe d'accord là-dessus, je pense qu'on a fait un grand pas en avant. Voilà, ne bougez surtout pas. Une petite pause de réclame et on se retrouve, je vous promets, c'est la dernière, juste pour la troisième et dernière partie de Casse sur table. À tout de suite. Sur Arabelle. Et on retrouve nos invités, on en parlait tout à l'heure, en off, les CPS qui sont surchargés. Est-ce qu'on peut continuer à s'appuyer sur ces CPS comme dernier rempart contre l'exclusion? On parle toujours de dernier filet, on a l'impression que ce filet pourrait un jour céder, Benjamin Pelletier. En tout cas, c'est sûr que les CPS, c'est un acteur majeur, incontournable, qui doivent pouvoir jouer leur rôle, qui, dans la mesure de leurs moyens, je crois, font le maximum pour essayer de jouer ce rôle. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que quand même, en région bruxelloise, il y a quand même plusieurs CPS qui sont vraiment en grande souffrance. Non seulement en souffrance financière et donc ils sont obligés de couper dans les services, etc., mais aussi qui font face à des problèmes de recrutement de personnel. On sait qu'il y a une pénurie de travailleurs sociaux. Voilà, on sait aussi que les services ne sont pas toujours financés à hauteur des besoins. Et donc on est face parfois à des situations contrastées où des communes ont un peu plus de moyens et ont la capacité de mettre en place via les CPS des vraies politiques vis-à-vis du sans-abrisme qui sont tout à fait louables, intéressantes, qui apportent un plus, et puis d'autres qui n'ont pas ces moyens-là. Et puis alors il y a même carrément d'autres communes où les CPS essayent au maximum de ne pas avoir à gérer les publics sans-abri, donc qui refusent les adresses de référence, qui refusent de donner des RIS à des personnes qui n'ont pas un logement qu'ils estimeraient OK pour eux, etc. Et donc ce qui fait que certains CPF doivent porter plus de poids que d'autres. Et donc oui, les CPS ont un rôle à jouer et il faut qu'ils puissent le jouer en toute transparence. Et il faut là aussi qu'il y ait peut-être plus de cadres qui encadrent cette action-là. Alors justement, Cécile Vincel, on ne risque pas d'assister, disons,
un goulot d'étranglement justement vers ces CPS? Mais si, complètement. Pour reprendre l'exemple du chômage, la réforme du chômage dont on a parlé tout à l'heure, la Fédération bruxelloise des CPS a fait des projections, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais de manière vraiment fiable et précise, la Fédération a estimé que cette réforme du chômage allait engendrer en fait un basculement de 45 000 chômeurs en fait vers autre chose. Alors tout le monde n'ira pas demander un revenu d'intégration. On a estimé qu'à peu près 24 000 personnes allaient se tourner vers les CPS. Et là aussi, il est estimé en fait que le coût de cette réforme va être de 157 millions d'euros chaque année pour les CPS. Parce que le revenu d'intégration ne va pas être pris en charge intégralement par le fédéral. Donc voilà, il y a une surcharge énorme au niveau de ce qu'on appelle le revenu d'intégration, le RIS. Il y a aussi toute la charge de travail en plus, toute la charge administrative, le personnel complémentaire qu'il faut engager. Il y a des services essentiels que les CPS avaient mis en place, comme les services d'aide aux familles à Forêt-Saint-Lambert, qui doivent être supprimés. Et donc c'est vrai que les CPS estiment qu'effectivement, c'est pas à eux d'assumer un peu de cette technique de la patate chaude qu'on refile à un autre niveau de pouvoir en disant voilà, moi je dois faire des économies, sauf que tout le monde doit faire des économies. Et donc la question, c'est de savoir qui paye quoi et qui assume quoi. Alors Christella Botucci, est-ce que cette pression sur les CPS, je dirais, c'est quelque part un mal nécessaire pour faire réussir les réformes de l'Arizona? Oui, alors je suis en contact avec les CPS, surtout celui de la ville de Bruxelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc qui est l'un des plus importants de notre pays. Donc, je sais qu'ils sont en train de s'organiser au maximum, de mettre en place plein de projets, plein d'autres éléments pour justement mieux préparer l'accueil de ces personnes qui seront renvoyées vers les CPS. J'aimerais aussi insister sur le rôle crucial d'Actiris, mais aussi de Bruxelles Formation. Donc je suis pas persuadée, je sais qu'il y aura une plus grande coopération entre les CPS et Actiris et Bruxelles Formation qu'il faudra davantage pousser à justement avoir des résultats concrets en la matière, donc pour l'emploi des gens. Et encore une fois, le but de cette réforme n'est pas de pénaliser, mais justement de mieux accompagner ces personnes et de les réinsérer à l'emploi. C'est vraiment ça le but. Et j'aimerais aussi donner un autre exemple en fait plus concret auquel j'ai fait face récemment parce que je pense qu'il y a un manque de communication aussi peut-être ou de compréhension de la chose. Donc récemment, j'étais à une réunion chez Amazon avec des femmes de divers horizons. Donc il y en avait l'une d'entre elles qui m'a fait part de sa situation. Elle avait 62 ans, si je ne me trompe pas. Et en fait, elle a reçu une lettre de son chômage qui lui disait que voilà, elle n'avait plus le droit parce que voilà, sa situation était telle qu'elle n'y avait plus le droit. Et elle pensait en fait qu'elle n'avait pas le droit non plus à avoir une aide sociale parce qu'elle était propriétaire. Donc elle avait reçu un héritage de ses parents d'un petit studio. Et donc elle était désespérée. Et en fait, je me suis renseignée et en fait, j'ai compris que non, elle a le droit d'avoir une aide sociale si elle est propriétaire et qu'elle réside elle-même dans sa maison. Donc, du coup, il y a pas mal d'éléments, pas mal de détails sur lesquels on doit encore plus creuser, mais aussi communiquer davantage pour que les gens sachent ce qui les attend à l'avenir. Et j'ai pu la rassurer directement parce que voilà, parfois, ils ne sont juste pas au courant de ce qui va se passer. Et donc, ce sont toutes des réformes qui sont en train de se mettre en place, hein. Donc, ça va venir. Mais je sais que, par exemple, les CPS sont en train de se préparer, sont en train également d'engager. J'ai également fait pas mal de questions parlementaires sur la sécurité des assistants sociaux qui subissent toutes sortes d'harcèlements et de violences. On l'a vu aussi récemment en Belgique. Il y en a un qui est mort, je pense, si je ne me trompe pas, c'était à Gand, un cas. Lors d'une visite domiciliaire. Donc ça aussi, il faut assurer la sécurité des assistants sociaux, mais aussi engager plus. Et ça, je peux vous assurer que c'est quelque chose qui est en cours et qui va se faire. Alors, on parle beaucoup de chiffres, de politique, de programmes, de réformes, mais peu des personnes. Benjamin Pelletier, quelle est, disons, la réalité humaine aujourd'hui pour un sans-abri à Bruxelles, peut-être rafraîchir la mémoire de certains? Et ce qui est très difficile maintenant ici à Bruxelles, c'est vraiment donc cette saturation dont j'ai déjà parlé qui augmente. Là où il y a des phénomènes qui sont nouveaux dans cette saturation, enfin plus récents en tout cas, c'est notamment le fait qu'on avait quand même ce principe de se dire, par exemple les familles, quand il y a des questions d'enfants ou de personnes en très grande vulnérabilité, soit qui ont des problèmes de santé par exemple ou quoi, ces publics-là au moins on s'assure qu'eux jamais ils n'ont à dormir à la rue, sauf si vraiment ils ne veulent pas être pris en charge. Ça peut arriver, mais je veux dire, normalement, ils n'ont pas à dormir à la rue. Et ça, ce n'est plus vrai maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des familles avec enfants,
pour lequel il y a plus moyen de trouver d'hébergement d'urgence parce que c'est trop saturé. Et c'est un public qui, d'ailleurs, en termes de proportion dans le public sans-abri, qui augmente, les familles. Pourquoi ? Parce que quand on est face à Bruxelles à une augmentation très forte des prix d'accès au logement, et en fait, quand il y a une augmentation forte des prix d'accès au logement, les prix qui deviennent les plus inaccessibles, ce sont les logements plus grands, en fait, justement, donc ceux avec plusieurs chambres. Et donc, les familles se retrouvent très souvent en difficulté pour se loger, beaucoup plus encore que des personnes isolées pour l'accès au logement. Donc, ça, c'est un public nouveau, mais aussi, j'en parlais, les publics qui ont des problèmes de santé. Là, par exemple, dans un service que j'accompagne, on a eu récemment le cas d'un garçon qui s'était fait, qui vit en rue, qui s'était fait agresser à l'acide et qui était en incapacité de voir. Bon, c'était heureusement pas permanent, mais il était soigné à Saint-Pierre et il avait des pansements sur le visage. Saint-Pierre n'était pas en capacité de le garder. Et insistait auprès de nos services pour dire qu'il ne pouvait pas passer la nuit à la rue parce que ses plaies risquaient de s'infecter, qu'il fallait lui trouver un endroit en sécurité. Et ce soir-là, les travailleurs sociaux ont passé leur soirée à aller taper à toutes les portes, à téléphoner à tout le monde. Ils n'ont trouvé personne. Donc finalement, ce qui a été fait pour ce jeune garçon de 18 ans, c'est qu'il a été laissé dans une salle d'attente des urgences de Saint-Pierre où il a passé la nuit sur quelques chaises. La nuit d'après, il l'a passé encore ailleurs dans des circonstances similaires. Et ça, ce n'est pas un exemple isolé. Ce sont des exemples qui étaient exceptionnels il y a encore 2-3 ans et qui maintenant se répètent de plus en plus. Donc il y a toujours eu des gens qui ne rentraient pas parce qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Enfin, en tout cas, depuis un certain temps, il y a ça. Mais là, maintenant, même des publics qu'on estime en extrême précarité, à qui avant on donnait la priorité, même ceux-là, on n'arrive plus à les protéger comme il faudrait. Et donc c'est extrêmement inquiétant. Alors je me tourne vers vous, Cécile Vincel, rapprochez-vous un petit peu du micro. Est-ce que les politiques sociales menées à Bruxelles depuis plusieurs années ont, d'après vous, échoué ou avancé vraiment à petits pas ? Mais vraiment, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui a créé en fait une aggravation de la précarité en région bruxelloise, c'est la crise sanitaire, on le sait, la crise énergétique, c'est l'inflation généralisée, et puis toute une série de politiques qui sont mises en place et qui, effectivement, fragilisent une grande partie de la population. En fait, moi, j'ai envie plutôt de voir le verre à moitié rempli et de dire, mais que serait Bruxelles sans toutes ces politiques sociales ? Que serait la région bruxelloise sans le soutien scolaire, sans l'aide alimentaire, sans le logement social, les éducateurs de rue ? Je pense que la région aurait déjà implosé depuis longtemps. Donc je ne pense vraiment pas que ce soit le symptôme d'un échec des politiques sociales, que du contraire. Cristina Busutce, est-ce qu'on ne paie pas, selon vous, aujourd'hui, le prix d'une vision un peu trop minimaliste de l'État social actif à tout va ? Non, justement, c'est plutôt le contraire, parce qu'aujourd'hui, en fait, à Bruxelles, on paye le prix d'un État social plutôt passif. Et nous voulons qu'il devienne actif dans le sens où qu'il soit efficace et qu'il prenne ses responsabilités. Donc, il faut plus d'investissement dans la formation, dans l'accompagnement personnalisé, mais aussi la simplification administrative. Je parlais tout à l'heure d'émancipation. L'emploi est un levier très fort, justement. L'éducation et l'emploi sont les deux leviers, selon moi, pour permettre cette émancipation et de sortir de là. Donc, c'est vrai que l'État peut aider au début. Il faut qu'il aide, il faut qu'il y ait une base, ce qui est tout à fait normal et souhaitable. Mais il faut qu'après, il y ait cette émancipation, justement, pour que la personne ne soit pas bloquée dans une situation de précarité permanente et de blocage. C'est ce que nous défendons en tant que libéraux. Alors, cela ne m'empêche pas de poser la question suivante. Bruxelles est la capitale d'Europe et beaucoup d'auditeurs et d'auditrices se posent aussi la question, est-ce qu'il est encore acceptable qu'on croise encore aujourd'hui autant de gens qui dorment dehors ? La question est ouverte à tout le monde. Mais absolument pas. C'est indigne et scandaleux. C'est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, à l'article 3. C'est contraire à l'article 23 de la Constitution belge. C'est indigne de la capitale de l'Europe. C'est vraiment une honte. C'est terrible. Je ne sais pas ce qu'on peut dire par rapport à ça. C'est terrible. Mais est-ce qu'on peut parler de Benjamin Pelletier ? Mais j'ai envie aussi de rappeler que les pays européens s'étaient fixé un objectif à Lisbonne de mettre fin au sans-abrisme en 2030. C'est un objectif qui a été pris au sérieux par certains États et beaucoup moins par d'autres. Et visiblement, les chiffres en Belgique tentent à montrer qu'il n'était pas, en tout cas, été pris suffisamment au sérieux. On sait par exemple que la Finlande a mis fin au sans-abrisme quasiment totalement en ayant une politique de relogement systématique, en offrant un logement en fait aux gens qui étaient à la rue.
Bon voilà, à Bruxelles, c'est un peu l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que l'accès au logement n'a jamais été aussi compliqué. Et donc on parlait tantôt des services de Housing First. Donc en fait, grosso modo, c'est ça la politique qu'a mis en place la Finlande. Donc c'est-à-dire, on ne fait même plus passer les gens par des centres ou par des étapes intermédiaires. En fait, ce qui leur manque quand ils sont à la rue, d'abord et avant tout, c'est un logement. Et donc on skip toutes les étapes et on va directement les remettre dans un logement et on les accompagne dans ce logement. Et donc cette pratique du Housing First est arrivée en Belgique il y a quelques années. Maintenant, il y a des services de Housing First à Bruxelles, en Wallonie. Un des problèmes auxquels on fait face ici à Bruxelles, c'est qu'on finance des services qui accompagnent ces personnes, qui les remettent en logement, qui les accompagnent dans son logement, c'est super. Mais le logement à Bruxelles, on n'en trouve plus. On n'en trouve plus, en fait. Et donc, capter le logement pour le secteur est de plus en plus compliqué. Et donc, c'est vrai pour le Housing First, c'est vrai aussi pour les services historiques du secteur sans-abrisme. Donc, par exemple, les maisons d'accueil qui sont la structure de base historique en Belgique. Donc, le modèle, c'était de dire, les personnes peuvent y venir plusieurs mois. C'est une occasion pour eux de se reposer, de reprendre un peu pied et de rechercher un logement. Et puis, ils partent de la maison d'accueil, ils ont un logement et normalement, la vie continue et ils sont sortis de la situation de sans-abrisme dans laquelle ils étaient. Sauf qu'en fait, on est confronté à quoi ? À des séjours maintenant en maison d'accueil qui ne font que s'allonger parce qu'on n'arrive plus à faire sortir les gens, parce que normalement, la porte de sortie de la maison d'accueil, c'est le logement, et que le logement, il n'y en a plus. Et donc, on est face parfois aussi à des boucles rétroactives de gens qui passent dans un service, puis qui repassent dans un autre, etc. Il y a une espèce de... les gens arrivent à la rue, et c'est un peu un cul-de-sac où il n'y a plus de porte de sortie. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut recréer, c'est des portes de sortie du sans-abrisme. Le temps passe très très vite. À situation d'urgence, solution d'urgence, est-ce qu'il faudrait, selon vous, aujourd'hui, une conférence interministérielle d'urgence sur la précarité et le sans-abrisme dès cet automne, avant même d'attendre l'hiver? Je laisse la parole aux politiques. Vos impressions, Cécile Vincel? Est-ce qu'on pourrait imaginer ce cas de figure, provoquer les politiques justement pour essayer de faire quelque chose? Dans l'idéal, oui, mais je doute que le gouvernement bruxellois en affaires courantes puisse effectivement mener cette conférence interministérielle. Je pense qu'il faut un gouvernement de plein exercice, mais là où je vous rejoins pleinement, c'est qu'il y a une véritable urgence et j'espère effectivement que dès la prochaine saison, avec un gouvernement de plein exercice, on pourra se saisir de cette question qui est fondamentale. Absolument. J'aimerais juste rajouter, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'urgence, donc la situation à Bruxelles est dramatique. Il suffit d'arriver à la gare du Midi, on voit déjà dans quelle situation est notre capitale, donc la capitale de l'Europe, ce qui est inacceptable. Et j'insiste encore une fois, et je rejoins un monsieur qui parlait de porte de sortie. C'est ce qu'il faut. Il faut une porte de sortie pour que ces personnes ne soient pas bloquées dans une situation de précarité. Il y a plusieurs leviers. Il y a l'éducation, il y a l'emploi, il y a le logement. Ce sont tous des éléments dans lesquels nous devons encore plus investir dans l'avenir pour justement atteindre cet objectif de sans-abrisme zéro jusqu'en 2030, comme vous l'avez dit. Donc, il y a encore énormément de travail à faire en la matière et je pense qu'avec Cécile, nous allons suivre ça ensemble au sein du Parlement. Et c'est vrai que le fait qu'on n'ait pas encore un gouvernement bruxellois n'a pas beaucoup aidé jusque maintenant et nous espérons l'avoir le plus vite possible. Alors depuis le début de l'émission, depuis le début de la campagne, depuis le début de la rentrée, cash sur table, chaque semaine, tous les sujets sont conclus par l'attente d'un gouvernement bruxellois de plein exercice. Justement pour conclure ce débat sur une note différente, si vous avez un message à faire passer à ceux qui sont dans la rue d'une première partie et pour les politiques, pour les secouer un petit peu. Donc, si je peux me permettre, donc c'est mon premier mandat au sein du Parlement bruxellois et le sans-abrisme en fait a été le premier sujet sur lequel je me suis exprimée en plénière. Donc c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, que je suis de près. On a auditionné pas mal d'acteurs du secteur au sein du Parlement bruxellois pour encore mieux comprendre les réalités, mais aussi voir comment on peut collaborer, aider à notre niveau. Donc, le sentiment que j'ai, c'est un sentiment d'empathie, un sentiment d'espoir pour justement emmener le plus vite possible ce gouvernement pour qu'on puisse prendre des solutions concrètes en la matière parce que c'est quelque chose qui est assez urgent. Benjamin Pelletier, mot de la fin. Moi, je repars avec les mots de Violette Ouassa, qui est une usagère de nos services, qui était ce matin au petit rassemblement qu'on a organisé et qui disait au mégaphone vos coupes budgétaires
dans les services, c'est nous qui les subissons parce qu'on est à la rue, et c'est ça que je voudrais peut-être rappeler maintenant aux politiques, c'est que ces coupes, c'est des gens déjà très vulnérables qui les subissent. Et voilà, et à elles, je voudrais leur dire, on est à vos côtés et on se battra pour que on puisse vous sortir de là le plus vite possible. Cécile Vincel. Moi, j'ai envie de citer un proverbe qui dit: si tu veux connaître un homme ou une femme, ne regarde pas ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. J'aurais pas tellement envie d'adresser un message en fait aux personnes en détresse. J'aurais envie d'agir le plus rapidement possible pour offrir des solutions durables de réinsertion, d'hébergement, de logement. Et je pense que en matière de messages adressés aux politiques, si on est tous capables de converger et de regarder dans la même direction, dans l'intérêt de tous les Bruxellois, alors je pense qu'on pourra former un gouvernement ensemble. Voilà, Cécile Vincel du Parti Socialiste, députée francophone bruxelloise, Christella Boutouché, députée francophone et maire, et Benjamin Pelletier, administrateur de l'AMA, la Fédération des maisons d'accueil et des aides aux sans-abri et travailleurs à l'îlot. Merci d'avoir été avec nous, j'y arrive. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle aussi que face à cette urgence sociale grandissante, les clivages politiques ne peuvent pas faire oublier les réalités humaines. À chacun désormais de prendre ses responsabilités. C'est la fin de Casse sur table. Excellente soirée.